Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un 15e épisode. Le dernier, c'était au mois de décembre et là, nous voilà déjà au mois de mars. Le temps passe bien trop vite. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors, on va essayer, je vais essayer de faire un peu concis sur certaines choses et puis de prendre le temps sur d'autres. Voilà. Et alors, si vous avez un petit moment à passer avec moi, c'est parfait. Installez-vous bien et c'est parti. Alors, on va commencer avec ce que je porte. Je porte le pull Madame Adore qui est sorti début février. C'est un pull oversize que vous enfilez comme ça très facilement, très léger. Très léger. Il est léger puisque pour l'envergure qu'il a, il mange relativement assez peu de fil. Et du coup, ça en fait une pièce qui est hyper agréable à porter comme ça en demi-saison avec une encolure V bien dégagée. Je l'ai utilisé la base Cotton Fluff qui contient du baby alpaga, du coton pima et du mérino. C'est une composition non superwash, on est sur un fil un peu particulier et qui a beaucoup de douceur, une belle résistance, qui se tient quand même malgré tout et qui respire, du fait qu'il y a quand même pas mal de pourcentage de coton, vous avez quand même une belle respirabilité dans ce projet, donc ça c'est intéressant, c'est pour ça que je l'ai choisi. Il se tricote en tenant deux fils de Cotton Fluff ensemble, ce qui fait que c'est un projet qui monte assez vite. C'est tricoté en aiguille 5 mm et c'est une dentelle que vous avez sur sur le devant et sur le dos, qui est très simple à retenir et qui monte comme ça, une encolure. Vous terminez ici, les manches sont tricotées en fait en même temps et vous avez seulement à faire les bandes de côte pour terminer vos poignets. Et puis voilà. Et puis oui, dernière chose, c'est un tricot qui se tricote évidemment en rond, mais de bas en haut. Et la partie vraiment du haut du corps est tricotée à plat puisque nous avons une encolure V. Donc quand il y a une encolure V, il n'y a pas d'autre moyen. Hein, c'est comme une ouverture de gilet finalement. Dès que vous avez comme ça une ouverture, eh bien, on repart sur des rangs en aller-retour. Et voilà. Vous avez toutes les informations sur le patron sur Ravelry, sur le site internet. Il y a également Maëlys qui a fait une vidéo très détaillée et du coup je vous oriente vers sa vidéo parce qu'elle le fait très bien. Et voilà, c'est dans son nouveau projet 12 mois, 12 créateurs et le mois de février était consacré justement à ma marque, à Le Style Knitting. Donc elle vous montre des petites choses et puis en plus de ça vous verrez les coulisses j'ai fait un petit vlog très court. Elle m'avait demandé comment je voulais participer, si j'avais un support comme ça à lui transmettre. Alors au début j'ai eu un peu, je me suis dit oh là là, moi je suis pas très, déjà d'une j'avais pas beaucoup de temps pour le faire et de deux j'avais pas, je voyais mal les cadrages, comment j'allais faire, etc. Alors bon, j'ai fait quand même, ça dure 5 minutes, c'est très rapide, mais c'est sur cet épisode bien spécifique, 12 mois, 12 créateurs, où vous pourrez voir donc la présentation du pull Madame Adore par Maëlys, le petit vlog pour vous emmener comme ça dans les coulisses d'une journée type de ce que je fais au quotidien. Et puis à la fin, elle termine sur le salon Fête de la Laine. Donc voilà, ça permet d'avoir un bel aperçu de ce qui s'est passé début d'année sur le style knitting. Donc je pense pas que je vais réussir à l'incruster ici là-haut, sinon vous l'avez en barre d'infos. Je vais vous mettre le lien pour accéder facilement à cette vidéo. Sinon, j'ai fait également pour celles qui ont Instagram, j'ai fait une vidéo IGTV où vous avez aussi tout le détail et toutes les petites les points précis sur lesquels je mets l'accent pour vous expliquer le pull Madame Adore. Donc voilà, je vous laisse vous y référer. Faisons la transition avec le salon Fête de la Laine. La Fête de la Laine, donc ça a été le tout premier salon auquel le Style Knitting a participé. Donc c'était absolument génial de mettre ça en place. Moi j'adore les projets, j'adore les projets dans leur globalité. Donc en fait, que ça soit les laines, que ça soit autre chose, réfléchir aux détails, comment les mettre en avant, comment rendre les choses
facile, visible, ce que j'ai envie de vous montrer. Ça, c'était voilà, quelque chose qui me plaisait bien, vraiment dans la partie détail, organisation, parce qu'après, vivre le salon, ça, c'était la meilleure partie. Mais en tout cas, même le travail en amont m'a beaucoup plu. C'est comme un petit peu finalement créer la toute première boutique, le Style Knitting, une petite boutique éphémère avec un stand avec des contraintes de place et puis des contraintes techniques dans le sens où je voulais pas et je ne pouvais pas, alors j'ai investi sur certaines choses, importants à vêtements, mais sinon je voulais pas de caisse en bois, je voulais pas de caisse volumineuse puisqu'après moi ici à stocker, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Donc il me fallait des choses compactes, donc comment réfléchir pour rendre ceci possible. Donc j'ai fait des petites panières en lin que j'ai rigidifiées avec du thermocollant. Et puis ces petites panières, donc j'en voulais sur la table, mais j'en voulais aussi derrière nous. J'avais fait comme au début, je voulais que les clientes puissent rentrer dans l'univers le Style Knitting. Donc en fait, je voulais pas mettre de table devant, je voulais vraiment laisser cet accès et puis que voilà, que ça soit moins figé, que ça soit plus naturel, comme quand on rentre dans un petit salon, quoi, voilà. Et donc c'est pour ça que j'avais fait ce mur vertical avec des tringles où on pouvait voir toutes les bases au naturel. Et j'avais mis également toutes les bases chaussettes où beaucoup, pas tous, mais quand même beaucoup des coloris étaient représentés sur la base fraîche et la base MCN à fort rotor qui sont des bases chaussettes. Et donc ça, j'en avais teint qu'un exemplaire de chaque. Voilà. Et j'avais donc mis ces petites panières là. Et puis le vendredi soir, donc en montant le stand, bah ça matchait pas, c'est-à-dire que comme j'avais la prochaine fois, il faudrait que je prenne peut-être un peu plus grand pour me permettre ce genre de choses. Là, comme j'avais pris qu'un seul emplacement, d'enlever cette table devant, il fallait quand même que je la mette sur le côté, forcément, puisque je ne pouvais pas avoir que ce mur vertical. Donc après ça faisait quelque chose qui n'était pas très joli, voilà, qui n'était pas super. Donc enfin bref, donc le vendredi soir, le plan A n'ayant pas fonctionné, on a appliqué le plan B et puis voilà, donc il y avait cette table devant qui présentait les laines, qui présentait les boutons, le Style Knitting, qui présentait les étuis à trappe-chaussettes et puis les quelques bases. Donc évidemment je ne pouvais pas tout mettre, j'avais du stock rangé en dessous et puis voilà, je sortais au fur et à mesure de la journée et puis voilà, donc c'était hyper j'ai adoré réfléchir à tout ça, comment c'est des choses bêtes mais étant donné que je pouvais pas contenter toutes les clientes, que j'allais pas avoir toutes les bases, ni dans toutes les couleurs, ni dans toutes les quantités, fallait réfléchir aussi à la prise de commande et puis que les clientes qui malgré tout commandent sur le salon puissent avoir également le prix salon, voilà. Donc c'était hyper un beau petit projet. L'organisation de la fête de la laine, alors j'ai pas de comparaison, mais franchement, même sans comparaison, on n'a pas besoin de comparaison en fait pour être content. Donc moi j'étais super contente de cette organisation. Quand on est arrivé le vendredi soir, le petit nom était déjà sur la table, pop, ça va vite. En fait j'étais très impressionnée, j'avais jamais fait de salon. J'étais très impressionnée de la rapidité d'installation et de rangement des autres exposants. Donc moi, je crois que le vendredi, je devais être l'une des dernières à partir. Pourtant, je n'avais pas le plus gros stand. Mais bon, fallait que je me fasse... c'était mon premier salon, quoi. Donc, j'avais pas encore les automatismes. Et le dimanche soir, le rangement, mais c'était vraiment incroyable. Moi, je crois que j'ai dû mettre... 25 minutes peut-être, 25 ou 30 minutes pour ranger. Et quand j'étais encore en train de ranger des choses, il y en a qui, les confrères et les consoeurs, qui étaient en train déjà de ranger les tables, pas ce qui est exposé sur le stand, mais réellement voilà, les dernières choses avant de charger. C'était complètement dingue. Et voilà, bon, tout ça pour vous dire que c'était une belle expérience et à refaire sans hésiter l'année prochaine.
Je n'en ferai pas d'autres pour le moment dans l'année. C'est pas que l'envie de vous rencontrer me manque parce que ça c'est clairement juste incroyable et c'est trop de bonheur de pouvoir partager comme ça de façon très directe. Donc ça j'ai vraiment adoré évidemment, mais d'un point de vue travail que ça demande, moi ça m'a clairement mis un frein sur le design, sur tout un tas de choses, même de comment dire, donc déjà réfléchir au salon, ça m'a ralenti, et puis ensuite il y a l'après-salon, et ça souvent on oublie de le dire, mais l'après-salon c'est quand même assez intense. Donc là on est 1er mars, et là je pense que les dernières commandes vont partir demain ou après-demain. Là j'en ai encore teint ce matin. L'après-salon a été vraiment très très intense. Donc c'est génial. Mille merci parce que voilà, c'est ça qui fait vivre le style knitting. Donc évidemment, et puis j'adore teindre, donc c'est que du plaisir. Mais les journées étaient folles, et en fait j'ai eu un sentiment un peu désagréable. Je déteste vous faire attendre. Alors même si j'avais prévenu les clientes qu'il allait avoir un délai de 15 jours à 3 semaines, j'avais l'impression que les bains de teinture ne s'arrêteraient jamais. Je sais pas comment dire ça. C'était très curieux. Donc, mais bon, après, là, ça y est. Aujourd'hui, ça va mieux. C'est pour ça que je vous tourne un petit épisode, parce que la semaine dernière, j'avais le moral un peu dans les chaussettes. Je me sentais pas bien de pas délivrer plus vite, même si les clientes étaient prévenues, et toutes celles, toutes les clientes ont été mais absolument adorables. Tout le monde m'a dit « Oh, mais j'ai largement de quoi tricoter, il n'y a pas de souci. » Mais malgré tout, voilà, c'est agaçant de ne pas se sentir des fois c'est pas de ne pas être bonne ou efficace, mais je me suis sentie dépassée. Voilà, bon, c'est juste ça. Heureusement, ça n'a pas duré trop longtemps, donc là on se retrouve début mars, et puis voilà. Mais du coup, par contre, je digresse juste un petit peu parce que j'aime bien vous expliquer mes états d'âme liés à ma petite entreprise. Si vous voulez, ça me permet aussi de me dire qu'il y a des moments comme ça très très cycliques qui reviennent et qui sont donc très très intenses sur l'activité. Et qui, quand je dis très intense, ça veut dire que c'est tout le temps. C'est-à-dire que vous vous réveillez, vous vous endormez avec ça. Bon, ça, c'est monnaie courante, mais disons, c'est le samedi, c'est le dimanche, c'est courir. C'est-à-dire que c'est pas juste une image. Moi, j'ai passé 3 semaines à courir. C'est-à-dire je ne marchais plus. Et je faisais que courir d'un point A à un point B, l'ordinateur, les étiquettes, le bain de teinture, etc. Donc c'est vrai que c'est physiquement, mon corps quand même l'a ressenti. J'ai eu pas mal de courbatures, et puis j'ai perdu ma voix. Je pense que je devais être dans un état quand même de fatigue intense. Mais voilà, je ne veux pas passer pour celle qui se plaint, parce que c'est pas du tout le message que je veux vous passer, parce que j'en suis très très heureuse et je suis ravie, et voilà, je veux que ça continue dans ce sens-là. Mais juste, par contre, j'en tire la conclusion que je dois me freiner peut-être sur certaines autres choses, ou en tout cas prendre un rythme un petit peu différent pour faire cohabiter les deux, puisque design et teinture, finalement, ce sont 2 casquettes. Et au fur et à mesure des mois, et puis maintenant on peut commencer à compter en nombre d'années, là c'est la 2e année qui commence. C'est vrai que je vais devoir apprendre à lever le pied sur certaines choses, et à et à me dire, bah tant pis, tu voulais faire ça, t'as plein d'idées, mais c'est pas réalisable parce que le style knitting grandit, parce qu'il y a des commandes, parce que les clientes sont là, et c'est top. Et voilà, donc en fait, je vais essayer d'un petit peu plus savourer chaque moment et de pas me mettre une pression inutile que je me fixe absolument toute seule. J'en ai bien conscience, mais ma nature étant ainsi faite, c'est pas évident en fait d'aller contre sa nature, et puis de se mettre un frein quand on a envie de tout faire. Donc bon,
Voilà, je voulais sortir un top d'été, il ne sortira pas parce que le temps que je m'en occupe, le temps qu'il parte en test, etc., il n'y en aura pas cet été, donc vous en aurez un l'année prochaine. Et puis voilà, et puis c'est tout. Bon, la petite digression est terminée. Sur la fête de la laine, sinon, à part tout cet aspect logistique, organisation, etc., j'ai eu l'immense chance d'être accompagnée par Maëlys. Maëlys, c'est d'émailler des aiguilles, évidemment. Je suis persuadée que vous la connaissez. Elle a un podcast depuis pas mal de temps. C'est une jeune femme adorable, tellement souriante, tellement comment dire, investie. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup touchée. J'aime beaucoup voilà, les tempéraments entiers et, et, et voilà, moi, ça montrait toute sa générosité en fait dans son attitude et j'en doutais pas, mais j'étais vraiment très très impressionnée. Elle est très jeune, quoi, elle est très jeune. Elle est bien plus jeune que moi et j'avais pas l'impression d'avoir une jeune femme de son âge en fait à côté de moi. Voilà, elle était au top. Voilà, et c'était même pas pour elle. Elle le faisait quoi. Le steam knitting, c'est mon petit bébé, c'est pas le sien. Et franchement, elle s'en est occupée comme si c'était le sien. Donc voilà, je l'embrasse bien fort. Et ça a été un beau moment de toutes les deux où il y a eu une connivence qui s'est établie en fait tout de suite. Et puis elle percutait mais rapidement, c'est-à-dire moi j'étais impressionnée, j'avais quand même pas mal de bases. Et je lui ai expliqué les choses, mais une fois. et c'était bon, je l'entendais des fois parler aux visiteuses, aux clientes. Bon, j'ai été interrompue par mes enfants, c'est les vacances. Alors je reprends, je ne sais plus où j'en étais, mais je sais que je parlais de Maëlys. Donc voilà, donc j'ai été accompagnée et très bien accompagnée. Et puis et puis bah évidemment, ce qui a été magique, c'est de tous vous rencontrer, de pouvoir discuter avec vous. Alors c'était rigolo parce que beaucoup de clientes à qui j'envoie régulièrement des commandes, moi je les connais par leur nom et leur prénom forcément. Puisque c'est les bordereaux d'envoi que je remplis. Et donc c'était drôle de voir les visages et puis voilà. Donc c'était super, vraiment super super. Et j'en profite d'ailleurs, tiens, pour faire un petit coucou à toutes les personnes qui vous accompagnent et qui, contre leur volonté, sont obligées de me subir dans leur salon parce que paraît-il que voilà, vous êtes certaines à écouter le podcast dans votre salon et que votre famille est autour. Donc voilà, mais sachez que chez moi c'est pareil. C'est pareil, des fois ça arrive aussi que mes enfants et mon mari écoutent certaines podcasteuses avec moi, voilà, involontairement. Donc désolée. Donc voilà, ça c'était pour le salon, je vais clôturer là-dessus. Je voulais vous parler, oui j'avais fait une demande, des petites questions que vous aviez, donc on va passer sur ce nouveau volet où je vais répondre à quelques questions. Alors j'avais demandé si vous aviez des questions techniques tricot. Donc bah, si vous voulez bien on va les balayer ensemble, alors peut-être que vous aurez les réponses à certaines d'entre elles, mais voilà. Alors, j'ai eu également des questions qui ne sont pas techniques. Alors, je ne sais pas, est-ce que j'en parlerai juste après. Je vais commencer par la question technique. Alors, la première, c'est pourquoi faire un échantillon en rond? Alors, selon les tricots, il y a des tricots que vous allez tricoter exclusivement en rond. Donc, forcément, il faut que votre échantillon reflète votre pièce tricotée, votre ouvrage au final. Il y a certaines personnes qui, quand elles tricotent en rond ou à plat, il n'y a aucune différence de tension. Et là, en général, bah, vous connaissez dans ce cas-là, si vous savez que vous avez déjà fait le test et si ça vous donne le même résultat en rond qu'à plat, eh bien là, c'est assez facile. Si par contre, effectivement, vous n'avez jamais fait le test, bah, je ne peux que vous encourager à faire ce test-là et à voir si effectivement vous avez une différence entre le tricot à plat et le tricot en rond. Parce que peut y avoir une vraie différence. Et le problème est que si vous faites votre échantillon à plat, admettons vous tricotez des chaussettes, le tricot de chaussettes en général ne se fait que en rond, il n'y a même pas de partie à plat dans une chaussette, sauf peut-être le talon renforcé, voilà, mais disons ce qui donne la circonférence, tout est fait en rond.
Et si vous faites votre échantillon à plat et qu'il est donc très différent, évidemment, il ne va pas du tout refléter votre pièce finale, votre pièce tricotée. Donc, ça, là, pour le coup, il ne sert à rien. Votre échantillon n'a pas de valeur s'il n'est pas fait dans les mêmes contraintes que votre tricot. Donc ça, voilà pourquoi c'est très important. Et puis ensuite, il y a donc le patron vous l'indique en général, hein, si vous devez réaliser un échantillon à plat ou en rond. Moi, des fois, selon mes designs, là, celui-ci, pour le Madame Adore, je vous donne comme référence 2 échantillons, un à plat et l'un en rond. Et je vous dis notamment que celui qui compte, qui est le plus important pour la coupe et pour refléter la bonne taille, ça va être sur celui-ci, sur Madame Adore, l'échantillon en rond et avec un motif ajouré. Donc là, je vous donne précisément comment faire cet échantillon. Donc voilà pourquoi on doit faire un échantillon en rond. Je me suis dit que je pouvais aussi vous expliquer à comment faire un échantillon en rond. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je n'ai pas de tuto vidéo à vous montrer là comme ça maintenant tout de suite. Mais quand vous faites un tricot en rond, donc ça veut dire que vous montez sur vos aiguilles. Alors, pour faire un tricot en rond, soit vous utilisez des aiguilles courtes, soit vous utilisez des aiguilles classiques avec un long câble pour donc faire du Magic Loop. Là encore, votre tension peut changer entre l'utilisation de cet ustensile-là ou d'utiliser des aiguilles courtes. Donc là encore, j'aurais tendance à vous dire, faites l'échantillon en rond avec les mêmes ustensiles que vous allez utiliser pour votre tricot. Partons du principe où vous allez tricoter, allez, on va prendre l'exemple donc des chaussettes. Je pars aussi du principe où je le tricote en Magic Loop. Je vais donc monter le nombre de mailles que m'indique l'échantillon, admettons, on va dire 30 mailles. Donc 30 mailles, moi je ne vais pas en monter que 30, j'en monte toujours un peu plus parce que je veux toujours avoir la place de pouvoir bien mesurer. Parce que souvent les petites mailles qui sont sur les côtés ne sont jamais bonnes et ne reflètent pas tellement le cœur de l'ouvrage. Donc, je vais en monter, admettons, 35 ou 36. J'en monte 35 ou 36. Et puis ensuite, je vais à chaque fois reglisser du coup les mailles sur l'autre aiguille pour que le fil se trouve ici. C'est-à-dire, j'avais terminé de tricoter. Et ensuite, que je puisse... Donc, je vais laisser un long fil à l'arrière pour reprendre le tricotage des mailles. Et je fais ça à chaque fois, c'est-à-dire que sur la face avant va être tricotée, mais à l'arrière, je vais avoir des longs fils de traîne, hein, un petit peu comme des fils de jacquard, mais très très longs comme ça, et qui vont me permettre de revenir en fait au début du rang, tout simplement. Donc ça, c'est la manière peut-être l'une des méthodes les plus rapides. La méthode vraiment la moins rapide serait de faire un échantillon où vous tricotez absolument toutes les mailles et en rond, donc comme vous le feriez pour une chaussette ou pour n'importe quoi. Mais dans ce cas-là, j'ai envie de vous dire, commencez par tricoter vos chaussettes. Parce que si c'est pour tricoter les mailles du devant et les mailles du derrière, ça revient à tricoter vos chaussettes. Et donc, oui, alors c'est sûr, vous allez peut-être faire votre pointe, vous allez peut-être faire selon le sens de construction de votre ouvrage, mais au moins tout de suite, ça vous évitera de faire un échantillon. Et s'il correspond, eh bien c'est parti, allons-y. Par contre, s'il ne convient pas, faut pas hésiter à détricoter et à recommencer dans une autre taille d'aiguille ou en utilisant une autre taille à tricoter pour compenser la différence. Ça, c'est pour les chaussettes. Pour un pull, c'est plus compliqué, hein. Vous n'allez pas commencer à tricoter un pull, c'est un peu délicat. J'ai autre chose aussi à vous dire sur l'échantillon. Plus vous allez utiliser une laine fine, plus vous pouvez faire un petit échantillon. Ça, c'est la bonne nouvelle. Plus vous allez utiliser une laine épaisse, plus je vous conseille de faire 10 cm sur 10, c'est le minimum. Parce qu'une maille, en fait, une maille, c'est-à-dire une maille va tout de suite valoir, je ne sais pas, ça peut valoir 0,5 cm avec des très grosses laines, ou même encore plus. Donc, il faut que vous ayez fait quand même suffisamment de mailles
pour pouvoir bien les compter et pour que l'échantillon soit valable. Donc voilà, ça c'est le conseil aussi que je vous donne. Petit échantillon, exemple, plus de 30 mailles au 10 cm, vous pouvez faire un échantillon sur 5 cm, ça ira bien. Quand vous êtes par contre sur des grosses laines, bah là, il ne faut pas hésiter à faire minimum 10 cm sur 10. J'ai fait un article sur un petit cours, j'appelle ça les knit class, je crois que je vous en avais déjà parlé d'ailleurs. C'est sur mon site internet, dans l'onglet knit class, il y a différentes choses. Alors j'ai pas fait énormément, mais il y a tout un petit cours sur l'échantillon et je vous apprends à quoi en faire, c'est-à-dire une fois qu'il est fait, à savoir prendre les bonnes décisions. Est-ce que je change de taille d'aiguille? Est-ce que je change de taille à tricoter? Est-ce que le tissu obtenu me convient? Voilà, il y a quand même plusieurs questions à se poser et à prendre en compte pour pouvoir faire les bons choix. Donc voilà, je vous le mets en barre d'infos, le lien sur la knit class de l'échantillon. Mais dans la knit class, vous avez aussi toutes les abréviations classiques et anglophones avec bien souvent des tutos vidéo qui sont très très courts mais qui permettent, bon voilà, c'est entre autres ce qu'il y a. Pourquoi je parle de ça? Donc voilà, donc l'échantillon en rond. Et oui, et ensuite, donc une fois que votre échantillon est fait, c'est bien beau, mais il faut absolument le bloquer. Donc le blocage, s'il y a deux choses qu'il ne faut vraiment pas négliger, c'est l'échantillon et le blocage. Alors je passe sûrement pour une radoteuse un peu pénible parce qu'on n'aime pas en général faire ces étapes-là. Mais c'est le secret si vous voulez deux secrets pour réussir vos tricots, bien ce sont ceux-là. Parce que sans un échantillon convenablement fait, vous allez vous rentrer dans un tricot, vous allez passer des heures, mais complètement à l'aveugle, sans savoir comment va réagir la laine, sans savoir voilà, toutes les aspérités qu'on peut avoir. Donc c'est obligatoire, échantillon, et puis ensuite le blocage, parce que le blocage, selon les fils que vous utilisez, il y en a qui bougent beaucoup, et le blocage va vous permettre d'anticiper, des fois quand on vous dit tricoter jusqu'à tant de centimètres, ou jusqu'à la longueur désirée, si vous n'avez pas vu comment se comporte votre échantillon, eh bien c'est un peu embêtant. Donc on le bloque comme on bloquerait un pull, c'est-à-dire on ne le tire pas dans tous les sens, on le pose à plat, on le laisse sécher complètement, j'insiste là-dessus parce que quand la laine est mouillée, elle peut comme ça se développer énormément et puis ensuite, sans y toucher et sans l'épingler, je vous invite à faire le test, la laine va revenir dans sa position initiale. Hein, évidemment, surtout les laines, par exemple 100% mérino, qui ont beaucoup d'élasticité, c'est-à-dire cette capacité à revenir dans leur forme initiale. Donc voilà. Je ne sais plus pourquoi je disais ça. Voilà, ça s'est revenu encore. Et puis, mince, je ne sais plus. Oui, et ensuite, le blocage de votre pull, c'est-à-dire une fois que vous avez tricoté votre merveille, eh bien, il faut la bloquer, mais pareil, il faut bien la bloquer. Donc, c'est-à-dire toujours avec le schéma technique à côté. Le schéma technique vous donne les mesures finies de l'ouvrage, et donc, vous avez votre pièce posée devant vous, et avec des petites épingles, il faudrait que vous soyez hyper méticuleuse sur justement le report de ces mesures sur votre ouvrage. Et ainsi, le tricot, la coupe va être respectée, ça ne va pas prendre des formes bizarres. Vous voyez, par exemple, pour celui-ci, les augmentations sont faites de façon régulière, ce qui veut dire que le pull doit avoir une forme régulière entre le point A et le point B. Il ne doit pas être curve, par exemple, ou voilà. Donc ça veut dire qu'avec vos peignes de blocage, eh bien, vous tirez une ligne droite, vu que les augmentations ont été faites régulièrement. Voilà, c'est tout un tas de petites choses comme ça qui font que ça va vraiment participer à la réussite et à l'aspect vraiment final de votre tricot. Voilà. Donc, bon.
Je passe là-dessus, mais c'est vraiment les points hyper importants. Autre question, pourquoi couper les fils après le blocage? Alors moi, c'est vrai que dans tous mes patrons, je marque lavez et bloquez votre patron en, je ne sais plus la phrase parce que je ne l'ai pas pris de par cœur, mais en vérifiant les mesures du schéma technique. Et ensuite vient le moment couper les fils, donc du coup après blocage. Alors il y a deux écoles, hein. Il y en a qui coupent avant et d'autres après. Moi j'aurais tendance à préférer le après parce que j'en fais du coup une généralité. C'est-à-dire que pour des fibres qui vont être non superwash, qui vont avoir comme ça une accroche naturelle, je pourrais très bien les couper avant le blocage. Parce qu'il y a au moment du blocage, le petit fil qui aura été coupé, si vous voulez, va rester de toute façon, il ne va pas fuir, donc il va rester, il n'y a pas de souci. Pour des fils un petit peu plus soyeux, donc qui contiennent de la soie ou la base fraîche que je peux avoir, la base Merino Tencel, même l'alpaga qui est un peu mou, un peu glissant, bah là, du coup, moi je trouve que c'est quasi obligatoire de couper après parce que selon comment vous rentrez votre fil et si vous coupez en fait le fil un petit peu court, vous allez laver votre projet, vous allez le bloquer. Qui dit blocage, des fois, on a besoin ou pas d'un tout petit peu étiré pour suivre le schéma technique. Et donc, du coup, le petit fil que vous aviez coupé, bah, des fois, il peut faire une petite virgule et puis ressortir sur l'avant. Alors, c'est pas grave, puisque de toute façon, vous allez pouvoir le reprendre et puis le rebloquer à l'arrière, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste pour ne pas faire deux fois le travail. Bon, cette fois-ci, c'était la livraison de fils qui arrive. Donc, bon, c'est une bonne nouvelle. Les fils sont là. Je vais pouvoir continuer demain. Claire m'a demandé à quand du crochet. Bah oui, bonne question. Bah non. Non, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas, ou je sais pas, ou un jour, mais pas là du tout, parce que je ne suis pas du tout là-dessus. Et puis le crochet, c'est moins dans mon ADN. Le crochet, c'est plus... ça me demande... mon cerveau n'est pas branché crochet. Donc oui, j'en fais de temps en temps, mais il n'y en aura pas ici. Ou s'il y en a, c'est vraiment parce que j'ai vraiment eu besoin de faire un ouvrage et je me dis que c'est cool de vous montrer voilà, un petit truc. Hello, ta création d'entreprise s'est construite combien de temps avant de te lancer? Ça, c'est comme 3 plots qui me posent la question. Alors, la création d'entreprise s'est construite au même moment. Parce que... Alors, quoi, au même moment, oui et non. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à écrire le patron du pull Fluffy en février. Et effectivement, la création de mon entreprise a été faite quand j'ai commencé à construire le site internet. Le site internet, il a dû être fait en juin ou juillet, je ne me rappelle plus. Donc oui, quelques mois après. En fait, à partir du moment où j'avais pas encore de vente liée au patron ou liée aux laines, il n'y avait pas d'urgence à créer l'entreprise. Mais par contre, effectivement, ça demandait quand même un petit peu de temps, mais c'est quand même assez rapide de mémoire. Ça m'a pris, je crois, 2 mois. Donc, pour ne rien vous cacher, j'ai une société, donc c'est une EIRL. Je ne suis pas auto-entrepreneur. Et je me rappelle plus, c'était la chambre de quoi? Alors oui, ça en plus, c'était pas évident parce qu'au début, je m'étais trompée de chambre. C'était entre la chambre de l'artisanat ou la chambre du commerce, je me souviens plus. Je me souviens même plus. C'est le genre de truc qui me passionne pas. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Donc je me souviens plus. C'est le genre de truc que j'oublie. J'ai ça dans mes papiers. Et j'ai pas regardé. Mais tout ça pour dire que ça n'a pas été si long. D'autres passions que le tricot? Première question. Deuxième question, quand tu as commencé ton histoire d'amour avec le tricot? Et la troisième, quelle est ton organisation, patron, vente, teinture, autre job? Donc Anna Craft Books m'a posé ces 3 questions. Alors, d'autres passions que le tricot? Je dirais non, parce que ça prend beaucoup trop de place pour que je puisse développer une autre passion. En fait, c'est clairement impossible. C'est-à-dire... Non, je suis désolée. C'est vraiment, j'ai vraiment rien d'autre. Mais ceci dit, je peux prendre la question autrement. Est-ce que j'avais une autre passion avant de me lancer avec le style knitting? Parce que là, forcément, c'est mon métier. Cette passion, c'est mon métier. Donc, voilà. Mais avant que ce soit mon métier, je pense que j'avais comme passion le projet dans sa globalité. Et ça a toujours été.
Je vais digresser juste un tout petit peu. Je suis quelqu'un qui... je suis incapable de rester à rien faire, ou tout de moins, si je ne fais rien, je fais quand même quelque chose puisque je l'envisage dans la tête. Voilà, c'est ça. Donc en fait, quand on était en Haute-Savoie, on avait... alors, quand je dis on a construit notre maison, non, c'est pas du tout ça. Hein. J'ai pas monté de mes mains la maison. Alors on a fait des aspects de finition, mais tout du moins c'est moi qui ai fait tout le suivi de chantier. J'avais mes petits, ils étaient tout petits. J'avais ma pépette, elle devait peut-être avoir 6 mois dans le cosy. Quand vraiment sur les réunions de chantier, et puis mon garçon il avait 2 ans, donc ils n'étaient pas encore à l'école, tout ça, c'était toutes les semaines. Donc oui, c'est moi qui m'occupais de tout ça. J'ai toujours aimé un projet dans sa globalité. Je ne sais pas comment dire, expliquer ça autrement. Donc voilà. Donc c'est vrai que voilà, tout ce qui est un petit peu par rénovation, mais tout ce qui est un peu déco, tout ça, dès qu'il y a un projet comme ça, j'aime bien. Voilà. Et après, dans notre vie de tous les jours, en fait, ça prend vite beaucoup de place. D'ailleurs, vous avez vu, ça c'est nouveau, on est content. Donc cet appartement là où on habite à Paris, donc ça fait déjà donc plus de 2 ans maintenant que nous y sommes. Quand on a fait les plans, quand j'ai fait tous les plans, etc., on n'avait pas de plan en fait. On disposait d'aucun plan, donc c'est moi qui ai dû tout métrer, utiliser un logiciel pour tout remettre, etc. Et puis, on fait donc des projections de couleurs, mais dans des volumes où on ne sait pas encore trop parce qu'on a cassé des murs, etc. Donc, une fois que on y habite, il y avait quelque chose qui nous chiffonnait, enfin bref. On a fait ça ce week-end, donc on est trop contents. On a refait, voilà, pas grand-chose, mais 2-3 petits détails qui nous donnent un petit peu d'air. Et puis c'est les Landes, alors c'est une région qu'on adore, on y va tous les étés, c'est notre région adorée. Voilà, donc je suis contente quand je tricote, là vous ne le voyez pas, mais mon fauteuil de tricot est face au papier peint. Et ça me donne un coup, vraiment ça m'apaise, ça me donne un coup un peu de lumière avec ces petites taches gris bleuté. Voilà, on est trop contents, c'est joli. Et voilà, bon, on habite à Paris, hein, donc forcément on n'a pas ce genre de paysage devant nos fenêtres. On a les toits de Paris, c'est pas mal non plus, c'est sympa, c'est citadin, mais ça c'est reposant. Voilà, donc on regarde une image. Ça me fait rire. Quand a commencé ton histoire d'amour avec le tricot? Elle a réellement commencé en 2011. C'est le moment où je me suis mise à tricoter quotidiennement. donc ça fait, oui, ça fait 11 ans. Je dis 2011, mais c'est même avant ça, c'était 2010 parce que ma fille est née en 2011. Mais je m'étais mise à retricoter quand j'étais enceinte. Voilà, donc en 2010. Quelle est ton organisation, patron-vente, teinture, autre job? Alors, autre job, je vais le redire, hein, donc ce n'est pas possible. Je ne peux pas avoir un autre job et je n'en ai pas envie parce que je suis complètement nourrie par mon activité, par mon entreprise en fait. Hein. Que ça soit... c'est très très varié. Et c'est ce que j'aime, c'est-à-dire que tout est varié, mais par contre il y a un socle commun et tout converge vers le tricot. Donc il y a par contre plein d'aspects, donc c'est en étoile comme ça, il y a plein de choses qui reviennent sur l'objectif premier, mais du coup c'est hyper passionnant, hyper intéressant. Et je me régale au quotidien parce que c'est pas du tout un travail monotone. Je suis sans cesse en questionnement, sans cesse en train de chercher voilà, ce qui serait le mieux à mon sens ou dans ce que j'ai envie de proposer ou dans ma créativité, etc. Donc voilà, je me régale. L'organisation, il y en a... Je ne sais pas si je peux dire, il n'y en a pas vraiment, c'est-à-dire, je ne suis pas dans un travail... auparavant, quand j'étais prof d'esthétique, j'avais une organisation nette et précise, c'est-à-dire j'avais mes horaires de cours en face à face, j'avais mes horaires de cours, j'avais mes horaires de préparation. Alors évidemment, bon, ça ne rentrait pas ça ne rentrait pas, hein. Mon mari d'ailleurs me le disait, tu travaillais déjà, à l'époque tu travaillais en dehors de ça.
Mais bon, peu importe, tout ça pour dire que là, c'est différent. Je suis mon propre patron, c'est-à-dire qu'il n'y a que moi qui peux m'infliger et me stopper dans ce que j'ai à avancer. Mais de façon générale, il est certain que les teintures, je ne peux pas les débuter le soir. Je profite en fait de l'inertie de la chaleur. En fait, je teins en bain-marie. Donc l'idée, c'est de teindre les coloris semi-solides le matin quand la machine est encore froide ou en tout cas le devient un peu moins. Et puis ensuite de faire les teintures qui nécessitent une prise directe à chaud, par exemple comme avec les speckles, plutôt en fin de journée. Mais voilà, quand je fais de la teinture, effectivement, je commence le matin et puis ça y est, c'est parti pour toute la journée. C'est rarissime, ça peut arriver si vraiment ça tombe mal, je me suis mal organisée, que j'ai un bain à faire, oui je vais le faire évidemment, mais dans l'organisation c'est pas judicieux. J'essaye vraiment de tirer parti des ressources en eau et des ressources calorifiques que dégage notamment le bain-marie pour voilà, gagner du temps, parce que c'est du temps de gagner quand la machine se met en chaud, ça demande quand même un peu de temps, hein. Donc le premier bain demande toujours plus de temps que les suivants par exemple. Donc je mets en place. Alors évidemment avant ça, la veille, j'ai mis quand je reçois les commandes, tout de suite je prends dans mes stocks et je mets dans des sacs et je prépare les échevaux, les liens, je les assemble, etc. Et je marque la teinture que je dois faire sur chacun, etc. Et donc le lendemain, évidemment, je lance ma teinture. Donc ça, c'est pour la teinture. Pendant que la teinture fait son œuvre, puisqu'il y a des moments quand même, des moments un petit peu creux, c'est-à-dire, là, c'est pas je fais la teinture et puis immédiatement la teinture est figée dans la fibre. Non, des fois, ça demande plus ou moins de temps, ça dépend. Donc là, j'ai des moments. Donc à ces moments-là, souvent, hop, je vais à mon bureau pour soit répondre aux mails, soit préparer mes étiquettes en vue de préparer les commandes les colis quand le jour ou le lendemain pour le lendemain. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux être aussi sur les test-knits. J'en parle pas souvent de ça, mais c'est vrai que les test-knits, ça demande quand même beaucoup de temps. Donc répondre aux questions, etc. Faire le lien. Ça peut être aussi, pourquoi pas, faire des publications Instagram, ça non plus, on n'en parle pas aussi, mais il n'y a rien à cacher là-dessus. Tout ça demande du temps. Donc voilà, ça peut être sur ces petits moments-là. Ensuite, concernant l'écriture de patron, je vais mettre ça vraiment à part parce que là, c'est compliqué d'être sur l'écriture de patron et d'être sur la teinture en même temps. Parce que ça voudrait dire, la teinture, je peux pas la faire attendre. Quoi, je peux pas la faire attendre. J'ai quand même des temps assez... j'ai des temps à respecter. Donc, si je suis prise dans mon patron de tricot, que je suis en train de démêler un problème ou de faire des essais, si je veux faire ma teinture, moi, je suis un vrai moineau. Donc, si je reviens, je vais avoir oublié où j'en étais dans mon patron. Donc ça, c'est le meilleur moyen pour que je fasse des erreurs. Donc, me connaissant, je ne peux pas fonctionner comme ça. Et donc, quand je suis sur vraiment de la création de patron, là, c'est un petit bonbon parce qu'il se passe comme ça plusieurs jours où je suis sur de la recherche. Donc, je ne fais que ça. Je suis sur de la recherche. Qu'est-ce que j'ai envie? Donc, je dessine beaucoup. Je fais des croquis. Je mets des post-it un peu partout sur des points de tricot qui me plairaient. Voilà. Je fais des échantillons pour voir. Et ensuite vient le moment où effectivement je vais tricoter le patron et je le tricote en fait en même temps que je l'écris. Ça c'est ma façon de faire, voilà. Ça me convient bien et voilà, c'est tout bien comme ça. Et puis voilà, bon après il y a encore tout plein d'étapes où je dois faire les relectures, la mise en page, les schémas, les textes. Les textes, vous savez, dans mes pages, voilà, comment construire, il y a toujours un petit paragraphe, comment on construit le pull, voilà, bon, tout un tas de choses. Bon, j'avance parce que je pourrais en parler des heures, un tas de choses. Voilà. Ça, c'était les petites questions que nous avions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser.
mais à me les poser, si vous voulez qu'elles passent comme ça dans le podcast, vous me le dites, question pour le podcast, et puis vous me la mettez, et comme ça, j'y réponds pas forcément dans votre commentaire, mais je me la note, et au prochain épisode, vous l'aurez en réponse. On va reprendre une rubrique que je faisais au tout début de mes podcasts. C'était la rubrique du fil au projet. Donc ça fait bien longtemps que c'est pas arrivé et je suis bien contente parce que pour une fois, j'ai pas une de mes créations à vous montrer. J'ai fait un accessoire. Donc c'est l'accessoire, c'est un béret. C'est le béret Bisbee de Sari Nordlund. Et en allant à un tricoté, je sais plus, il y a déjà, il y a un petit moment, c'était au mois de janvier, c'était avant le salon. Au mois de janvier, et on en vient parler de choses et d'autres. D'ailleurs, je vous encourage à aller à des tricotés, c'est vraiment sympa, ça vous permet de, c'est une source d'inspiration énorme puisque chacune tricote ceci ou cela et puis on se dit tiens j'aimerais bien faire ça et puis il y en a une qui dit ah bah oui mais tiens ce patron-là il peut être bien et donc ce patron-là a été suggéré par Nadia, une des tricoteuses du Tricoté Montparnasse, qui se trouve maintenant rue Le Courbe, au petit rue Le Courbe. C'est toutes les semaines, en alternance le mardi ou le mercredi. Et voilà, donc si vous êtes parisienne ou si vous êtes dans le coin ou de passage, n'hésitez pas à passer au Tricoté Montparnasse. Moi, j'y vais pas souvent, mais j'essaye d'y aller une fois tous les 2 mois à peu près. Et donc voilà, donc j'ai dit oui, c'est exactement ce genre d'accessoire que je voudrais me faire et donc on l'a fait toutes les deux. Donc ce projet c'était un béret, moi le béret comment je l'imagine? Le béret je l'imagine pas mou, je l'imagine pas forcément slouchy, je l'imagine quand même avec un tout petit peu de tenue Sari Nordlund disait quand même, oui c'est ça, elle dans donc dans le Bisbee béret, il y a une laine fingering et un fil de mohair. Donc ça, j'ai respecté. J'ai respecté ou j'ai pas respecté? Si j'ai respecté, si c'est bien ça qu'elle dit, voilà. Et moi, par contre, j'étais pas OK sur l'échantillon avec le béret. Mais ce qui m'allait bien, parce que je voulais le densifier un peu plus, parce que je voulais lui donner de la tenue. Donc, pour donner de la tenue, soit vous utilisez une laine qui a plus de tenue. Par exemple, une laine non superwash aura souvent plus de tenue, plus de rigidité, ou la fibre par elle-même, ou sinon, autre alternative, c'est de densifier le tricot, c'est-à-dire d'avoir plus de mailles au 10 cm que, par exemple, dans l'échantillon que me donnait la créatrice. Donc moi, je l'ai densifié un peu plus, et j'ai fait, ça y est, je me souviens, parce que vous voyez, j'ai déjà oublié, j'ai fait un fil de fingering et 2 fils de mohair, voilà, c'est ça. Et pour tricoter ça, j'ai été chercher dans mes restes et j'ai surteint des restes que j'avais parce que voilà, j'avais pas envie, pour si peu, il n'y a pas beaucoup de métrage dans ces petits accessoires-là, j'avais pas envie d'entamer un nouveau truc et d'avoir encore des restes. Bon là j'ai encore des restes puisque évidemment tout n'a pas été utilisé, mais soit. Ah non, c'est même pas ça, vous voyez, j'ai grosse bêtise. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, c'est ça, ça y est, je me souviens. Donc, j'ai utilisé ce fil fingering qui est de la laine 100% mérino, mais non traité superwash. Et donc, je l'ai surteint. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors, je voulais un bleu, mais pas vraiment un bleu. Quelque chose de foncé. Alors, des fois, là, vous ne le voyez peut-être pas, mais il y a des petits reflets verts, des fois des petits reflets grenat. Et voilà. Donc ça, c'est une laine que j'ai surteint mais voyez encore tout ce qui me reste. Donc il me reste encore pas mal. Je vais peut-être me faire des gants un jour avec, on verra. J'ai surteint des mohair, des petits restes de mohair que j'avais. Donc ça, c'est ma base Bel Air. Hein. Mais j'avais des petits restes de 2 couleurs différentes. Je les ai surteints tous les 2, voilà. Et j'avais, où est-ce que je l'ai mis? C'est ça. J'avais la Delicate Lace, qui est un fil que j'ai en boutique. Vous savez, c'est ce fil qui fait 1200 mètres pour 400 grammes, Suri alpaga et mérino et soie. Et lui, je l'ai surteint en grenat.
mais un grenat très foncé. J'ai l'impression que... Ouais, je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai utilisé un fil de fingering avec à chaque fois un fil de Delicate Lace plus un fil de mohair. Voilà, donc j'avais 3 fils dans les mains à chaque fois pour densifier ce tricot. On a une belle couronne, alors pareil, je ne sais pas si vous allez bien la voir parce que c'est très sombre. On commence par un petit taille corde pour faire le petit kiki là-haut, là. Et puis ensuite, on fait donc une couronne, donc c'est-à-dire un jeu d'augmentation très régulier qui forme cette couronne qui s'agrandit. Et puis ensuite, vous terminez par des côtes. Alors, le patron donne 2 options. Il donne la possibilité de terminer par un high cord, mais il suggère aussi les côtes, je ne sais plus. Il suggère les côtes, je crois. Donc moi, j'ai fait les côtes et j'ai fait le rabat tubulaire. Bon, j'ai pris ce patron-là comme base. Après, j'ai fait un petit peu à ma sauce parce que je crois que même sur la hauteur de côte, je crois que je n'ai pas exactement suivi le truc, mais j'ai fait ma sauce. Donc, je vous montre l'affaire. Alors, ma fille me dit que ça me fait une tête de champignon. Mais moi, j'aime trop ce petit béret. Alors, à chaque fois, elle râle, ma fille, quand elle me voit, elle me dit « Non, c'est pas comme ça qu'on le met, c'est pas comme ça qu'on le met. » Alors, elle me le repositionne, etc., etc. Donc, voilà. Donc, moi, je suis contente. J'ai mon petit béret. Et tiens, je vais vous mettre des vidéos que j'ai tournées. Ma fille, du coup, elle m'a filmé. Un jour, en rentrant de l'école, j'avais mon béret. Et elle m'a filmé. Et puis, j'étais au volant de ma petite Mini. On a une petite Mini, maintenant, c'est notre voiture. On est trop contente de cette petite voiture-là. Donc, voilà, je recommande ce patron. Franchement, hyper limpide, hyper rapide. Super rapide à faire en 2 soirées. C'est-à-dire, je pense, en 3 heures, 3-4 heures. Vraiment, il a été fait. Et puis, c'est tout. Autre chose très importante. Comme ça fait le lien, vous voyez, avec ce que je vous disais tout à l'heure. C'est le blocage. Un béret. Pour moi, un béret, ça a une forme de béret. C'est-à-dire, c'est tout plat. Ça fait une galette. Hein, voilà. Donc ça, pour avoir ce rendu-là, c'est quand même pas évident. Si je veux dire, si vous le, déjà d'une, si vous le bloquez pas, vous n'aurez jamais cette forme-là, ça c'est évident. Moi, quand j'ai fini de le tricoter, il ressemblait pas du tout à ça. Et deuxièmement, si vous le bloquez comme ça avec des aiguilles, c'est pas facile. Le mieux, c'est d'utiliser une assiette plate. Donc, je vous mets là la petite vidéo de ce que j'ai, de comment j'ai fait pour faire le blocage. Voilà, c'est tout bête. Mais vraiment, voilà, c'est hyper facile. Vous mettez votre assiette et puis c'est réglé. Donc voilà, le petit béret. J'adore. Donc tiens, je vais finir l'émission peut-être comme ça. L'émission, le podcast. Ça, c'était donc le béret de Sari Nordlund. Ensuite, c'est bien, on a bien avancé. Ah si, je voulais quand même vous montrer parce que je ne vous ai pas montré de près. Maintenant, le style knitting a des boutons. Et oui, et je suis bien contente. Donc les boutons, le style knitting qui sont aux couleurs de beaucoup d'Hélène que j'ai en boutique. C'est noté d'ailleurs, vous l'avez sur chaque bouton, j'ai noté les coloris d'Hélène avec lesquels ça marche très très bien. Et vous en avez 2 différents. Il y en a un qui est un peu plus gros à 4 trous et puis un qui est plus petit et qui est à paillettes. J'ai l'impression que vous ne voyez pas bien, mais bon, vous irez voir sur le site internet, les plus curieuses iront voir. Les petits boutons à 2 trous sont donc pailletés et les 2 conviennent bien pour vos tricots. Après, ceux-là conviendront bien pour des gilets un peu épais, voilà, en fermeture classique. Les petits, ils marcheront très bien pour tout ce qui est fermé, par exemple, vous savez... la petite goutte, quand des fois vous avez des designs avec une petite goutte dans le dos, donc ce petit bouton-là, ou des petits boutons par exemple pour une encolure tunisienne, pour, je sais pas moi, ou pour des pièces plus fines, ou des petits boutons de poignet, etc. Donc les petits marchent très bien pour ça, et ce sont évidemment des boutons qui vont très bien pour la couture. Moi je les utilise également pour la couture, hein. Des boutons, c'est des boutons. Voilà.
Je vais terminer avec ce qui est en test actuellement. Alors je dis actuellement parce que là c'est vraiment dans quelques jours. C'est le patron, donc vous l'avez vu tout à l'heure, je vous l'ai montré rapidement. Et les personnes qui sont venues me voir sur le salon ont pu le voir parce que je l'avais exposé non pas pour... parce que le patron n'est pas du tout encore en vente, mais tout du moins j'avais apporté le fil pour tricoter par exemple ce genre de chaussettes-là. Et donc voilà pourquoi celles qui ont pu être sur le salon ont pu le voir avant vous. Donc ça c'est le patron, il s'appellera, ça sera les Shaker Socks. Pourquoi shaker? Parce que comme un shaker, vous prenez la couleur et puis vous le mélangez et vous avez comme ça un dégradé comme un cocktail. Voilà, un dégradé. Moi, je me suis amusée en fait, toutes mes socks blancs, donc les socks blancs, parce que je vous parle de tout en même temps. Les socks blancs, c'est ça. Donc les chaussettes sont tricotées avec ce qu'on appelle un sock blanc, une sock blanc, qui est donc une couverture déjà tricotée, qui a une composition classique de chaussettes, 75% mérino superwash, 20% nylon et 5% de stellina argenté. Dans toutes mes socks blancs ont ce fil argenté, je voulais absolument ce fil argenté. Là, en voilà une autre, où vous avez donc pareil, un dégradé de couleur, mais là avec des speckles, enfin bref, je n'en montre que deux, mais il y en a quelques autres coloris. Et ce patron, je l'ai écrit, toujours pareil, j'aime bien le projet dans sa globalité, donc j'associe toujours une base ou un fil ou un rendu avec ce que je veux. Et donc, je voulais un dégradé pour ce premier design de chaussettes. Ce sont des chaussettes qui se tricotent en toe-up, de la pointe vers le haut. Elles présentent une jolie petite bordure en dentelle et avec un revers qui est directement accroché et qui ne bouge plus. Un talon après coup et sur le dessus du pied, vous avez des côtes, mais des côtes qui présentent une petite fantaisie. Voilà, le point de feuille tressé. Et donc ce patron-là va être en test et il sortira courant avril. Voilà. Donc les socks blancs sont déjà sur le site puisque mes testeuses ont eu besoin de s'approvisionner pour faire le test. Donc oui, bon, les socks blancs elles y sont déjà, ça c'est, vous pouvez les prendre si vous avez envie pour faire ce projet-là ou un autre. Juste les socks blancs c'est 400 mètres pour 100 grammes, ce qui veut dire que si vous voulez vraiment utiliser jusqu'au coloris le plus foncé, ça veut dire que vous ne pouvez pas faire des soquettes avec. Forcément, vous aurez, ou sinon vous allez avoir un dégradé, mais après, si, vous pouvez faire 2 paires de soquettes, c'est vrai après tout. Vous pouvez faire 2 paires de soquettes. Bon, c'est un peu juste. Après, ça veut dire qu'il faut que vous ayez quand même pointe, talon contrastant. Mais ça peut peut-être le faire. Et du coup, vous aurez 2 paires en dégradé. Non, mais je digresse. Donc voilà. Ce petit patron, donc c'est mon premier patron de chaussettes, je suis bien contente. Je voulais un peu de dentelle, j'aime trop la dentelle. Au début, j'en voulais partout, sur tout le pied. Mais je me suis ravisée parce que... pourquoi? Mais bon, un jour, il y aura un patron de chaussettes en dentelle. Ça, c'est une certitude, j'aime trop ça. Mais là, je ne sais plus pourquoi je ne suis pas partie là-dessus. Je sais plus, j'avais une contrainte. Ah bah oui, non mais si, ça y est, je me souviens. Comme étant donné que je tricotais la sock blanc et qu'il fallait quand même donc manger du fil pour avoir quand même pas mal de dégradés, jouer avec les contrastes, etc. Je trouvais que un bord replié ou autre technique mangeant beaucoup de fil, je trouvais que ça n'allait pas bien avec un dessus de pied en dentelle. Bon, voilà. Donc ça y est, j'ai retrouvé. Donc c'est pour ça. Et donc je suis partie sur quelque chose de plus rempli. Voilà. Mais avec quand même la petite dentelle en haut et contrastant. Donc évidemment, tout est fait. La sock blanc, la petite dentelle est faite également avec la sock blanc. En fait, c'est la suite, vous voyez. C'est la suite de la sock blanc. Et c'est trop rigolo. Et une sock blanc, vous la détricotez au fur et à mesure que vous tricotez.
Et donc oui, vous tricotez une laine frisée, mais ça pose pas de souci. Il faut peut-être juste des fois, en faisant votre échantillon, vous verrez bien si vous avez besoin de descendre de taille d'aiguille ou pas, parce que étant donné que la laine est frisée, on peut peut-être avoir une tension un peu moins tenue. Voilà, le fil peut être un peu moins tenu et du coup, certaines auraient peut-être besoin de descendre encore de taille d'aiguille. Bon, voilà, c'était juste la petite aparté chaussettes, je vous en reparlerai quand ça sortira. Et je veux redire une dernière chose que j'ai oubliée concernant l'échantillon. Vous voyez, je pourrais en parler pendant des heures de l'échantillon. L'échantillon, en fait, sur le salon, j'ai eu beaucoup de personnes qui me disaient ah oui, mais moi, je vais utiliser plus de fils parce que je tricote ou moins de fils, parce que je tricote plus lâche ou plus serré. Ou je vais devoir tricoter plus ou moins. Alors ça, moi j'ai un peu du mal avec cette notion et peut-être que je me trompe et j'ai pas fait d'études ni de thèse là-dessus, mais comme ça, de prime abord, je leur répondais que en fait, à partir du moment où elles ont le même échantillon que moi ou que le patron, quoi, peu importe, elles vont donc manger le même, si elles utilisent le même fil et qu'elles obtiennent le même échantillon, qu'elles tricotent avec telle ou telle taille d'aiguille, la consommation de fil sera la même. Puisque nous sommes deux personnes différentes, en tricotant avec des fils différents et avec des aiguilles différentes, mais nous obtenons le même. Donc forcément, nous ne pouvons pas manger plus de fils ou manger moins de fils sous prétexte que nous tricotons avec des aiguilles plus petites ou plus grandes. Bon. Vous me mettez en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ça va peut-être m'ouvrir une petite lumière là-haut. Et puis, mais comme ça, moi, du tac au tac, pour moi, ça ne marche pas ce retour-là. Bon. Et puis voilà, et puis c'est tout. Je suis trop contente de vous avoir retrouvé. J'espère que cet épisode n'aura pas été trop décousu avec les petites interruptions. On se retrouve un jour ou l'autre. Ne disons pas le mois prochain parce que c'est clairement... Ah, quoique, peut-être que oui. En plus de ça, vous savez quoi, j'avais de la couture à vous montrer. La couture, ça sera donc encore pour la prochaine fois. Ça fait 1 an que je dis ça. Et je vous montre. Je voulais vous montrer mes sacs. Un sac à dos, là j'en ai un, hop, que j'ai fait il y a longtemps, mais je voulais vous le montrer parce que j'en ai fait un pour mon mari aussi, donc là en voilà un. Et puis pour mon mari à Noël, du coup, je lui ai fait un sac à dos. Il avait un vieux sac dégoûtant. Là, ça m'énervait quand les rares fois où on se promenait, il avait un sac dégoûtant à chaque fois. Donc je lui ai fait pour Noël un sac à dos. Pareil, donc c'est le même, mais en tissu un peu plus sobre que le mien. Et voilà, et puis avec 2 attaches. Et la petite zipette, tout ça, tout qui va bien, quoi. Bon. J'espère que j'aurai l'occasion de vous en parler un jour. Et c'est le sac Noodle Head. Pareil, je vous marque en attendant si ils vous ont quand même tapé dans l'œil, même si vous n'avez pas mes petites explications et mon retour. Je vous le marque en barre d'infos, comme ça vous direz, regardez. Allez, je vous embrasse bien fort. J'espère que ça va pour vous, que le printemps commence un petit peu à faire du bien à nos grises mines. Et puis voilà. Je vous embrasse bien fort, à bientôt.